Bonjour, donc 11h30, allons-y. Bonjour et merci d'être si nombreux sur cet atelier, sur le sujet des jeux rejouables sur les sites culturels et touristiques, en prenant un exemple plus particulier ici de l'abbaye de Chiry-Orscan. Je suis Cédric, je suis le fondateur de Furet Compagnie, et j'ai la chance d'être accompagné d'Andreas, d'Oise Tourisme. Pour commencer, Andreas, je vais te laisser te présenter et si tu veux bien présenter le contexte de ce projet sur l'abbaye de Chiry-Orscan. Merci. Très bien. Bonjour à tous, donc Andreas Deving, chargé de mission ingénierie culturelle donc chez Oise Tourisme. Oise Tourisme, c'est une agence départementale du tourisme donc du département de l'Oise. On est leur opérateur touristique et notre mission principale, c'est de développer l'économie par le tourisme. Et en cela, donc, on accompagne différents acteurs du tourisme sur tout le territoire départemental, que ce soit les hébergements, les collectivités à travers leurs propres sites culturels par exemple, d'autres sites culturels qui sont tenus par des associations ou d'autres par titre privé. Voilà, donc tous les acteurs qui attirent du public. Donc ce projet avec l'abbaye de Chiry-Orscan, il est né d'une volonté de la part de la congrégation donc des serviteurs de Jésus et de Marie qui sont propriétaires de cette abbaye qui était édifiée alors pour les grandes lignes historiques en 1129, qui a connu plusieurs siècles de vie, qui a connu aussi les grandes guerres, notamment avec les images de l'état actuel du chœur gothique notamment, qui est on va dire l'icône identitaire du site, donc son chœur gothique. Qui a donc connu les grandes guerres, qui a aussi à un moment donné sur le site connu une manufacture, une filature de coton éphémère pendant ces périodes d'ère industrielle, qui est aujourd'hui détruite. On la reconnaît quasiment plus sur le site, mais on l'évoque notamment dans le parcours qui a été développé. Et donc la congrégation en question des serviteurs de Jésus et Marie, qui est donc le porteur de projet de tout ce travail d'application qu'on va vous présenter par la suite. Ils sont propriétaires de l'abbaye depuis 1941 et accueillent notamment beaucoup de retraitants sur site parce qu'ils ont vraiment cette fonction d'accueillir des personnes qui sont vraiment dans une volonté de recueillement cultuel. Et donc au fil du temps, et notamment depuis 2019 je crois, il y a une réflexion au sein de cette congrégation et avec quelques référents technophiles au sein de cette congrégation, il y a des profils assez atypiques, qui souhaitent, au-delà des retraitants qui sont de l'ordre de peut-être 7000 retraitants chaque année, ils souhaitent aussi accueillir un public un peu différent finalement, des visiteurs, des familles. Des adultes de manière générale. En général, il n'y a pas vraiment de nombre réel de fréquentation touristique sur ce site chaque année. Il l'estime à 3000, mais en tout cas, l'idée, c'est d'avoir davantage de ce type de public. Et l'idée aussi, c'est une volonté d'avoir un public familial et local qui puisse revenir plusieurs fois sur le site. Et ça va donc faire partie aussi d'un critère qui a été retenu dans l'appel à projet qui a été lancé, puisqu'en effet, j'ai aussi un mot de mon contact, donc c'est Frère Christophe, c'est le référent de la congrégation donc propriétaire de ces lieux, qui mène ce projet donc avec nous, Oise Tourisme, et il ne peut pas être présent aujourd'hui avec nous. En revanche, il m'a transmis un mot sur finalement son retour d'expérience sur le début de ce projet et de comment il a ressenti la réalisation de ce projet avec Furet Compagnie. Donc je vais vous en lire ces quelques 10 lignes très rapidement qu'il m'a écrites hier, donc de la part du frère Christophe. Donc avant que cette dynamique ne prenne une telle ampleur, j'avais moi-même en tant que membre de la communauté de la congrégation lancé ce projet de manière artisanale. L'idée d'un Cluedo grandeur nature m'est venue pour faire découvrir l'histoire de l'abbaye de manière vivante. En constatant l'enthousiasme des participants, j'ai rêvé de le rendre rejouable et accessible à un plus grand nombre, notamment grâce au numérique. Lorsque le projet a pris une toute autre dimension, j'ai été à la fois surpris et touché. Un rêve artisanal devenait professionnel. J'ai trouvé un climat de confiance, une écoute bienveillante et une motivation partagée. Dès le départ, il était clair pour moi que ce parcours devait s'adresser aux familles tout en respectant l'esprit profond du lieu et les attentes des visiteurs habituels de l'abbaye. Lors de l'appel d'offres, la communauté et moi-même avons eu un véritable coup de cœur pour Furet Compagnie. Leur proposition correspondait en tout point à notre vision,
allie rigueur historique, imagination maîtrisée, sobriété et respect de l'âme du lieu. Leur équipe connaissait déjà le site, s'y intéressait avec justesse et partageait notre sens du détail autant que notre désir de transmission. Voilà, ce sont quelques lignes parmi un texte plus vaste, mais le principal du retour d'expérience est ici. Et en effet, j'ai oublié de l'évoquer au départ, mais notre rôle d'Agence Ouest Tourisme, donc auprès de la congrégation, ça a été notamment de les aider dans l'ingénierie financière du projet, de pouvoir imaginer un produit qui puisse correspondre à une cible particulière de visiteurs, de tourisme, parce que c'est vrai que dans la région Hauts-de-France, de manière générale, on a une segmentation de visiteurs bien particulière qu'on essaye de respecter, de manière à pouvoir cibler un projet à la bonne typologie de clientèle, de visiteurs notamment. Et donc on les a assistés, donc l'ingénierie financière, puisqu'en effet, vous voyez les logos qui sont juste en dessous. On a plusieurs financeurs, beaucoup de collectivités, mais aussi notamment un mécène, la fondation du Crédit Agricole, donc mécène qui pour laquelle, comment dire, il y avait certaines conditions à respecter, donc notamment ils souhaitent accompagner les sites culturels de droit privé à financer des projets touristiques, mais qui ne doivent pas être à vocation directement cultuelle. Donc évidemment, avec la typologie du lieu, ça a été un pan à passer avec la congrégation pour que cet aspect soit bien respecté. Donc en effet, dans l'appel d'offres qui a été lancé, vous allez en savoir un petit peu plus après, mais en tout, il y a 2 parcours touristiques et d'interprétation. Vous avez aussi quelques panneaux d'interprétation qui ont été réalisés, des panneaux aussi qui vont avoir différents petits aspects hors du commun. Ils vont être alimentés de réalité augmentée, de divers aspects numériques et tout un volet communication. En tout cas, tous ces produits ont été réfléchis de manière à ce que, par rapport à toutes les ressources que la congrégation a confiées à Furet Compagnie et à Ouest Tourisme, le travail commun a été notamment de pouvoir trier quelles étaient les informations de l'ordre cultuel à transformer en informations plus classiques, plus historiques, plus touristiques, de manière à ce qu'en tout cas, à ce que tous ces partenaires y trouvent un petit peu leur compte par rapport à leurs critères. Pour terminer très rapidement de mon côté, je dirais qu'aujourd'hui, le projet il arrive à terme. On inaugure le projet dans 2 gros mois, mi-mai. C'est un travail de longue haleine, mine de rien, ça a pris une grosse année, mais c'était aussi un très gros projet. Donc on a hâte aussi d'être dans 2 mois pour pouvoir le faire découvrir au plus grand nombre ce beau projet. Et donc je te laisse présenter le contenu de manière plus approfondie. Merci. Merci Andrés. Et merci pour ce mot de Frère Christophe que je ne connaissais pas. Enfin, je connais Frère Christophe. C'est le mot que je ne connaissais pas. Très sympa. Pour présenter rapidement Furet Compagnie, nous, on existe depuis 15 ans. Ça fait 15 ans qu'on travaille pour rendre les sites culturels et touristiques accessibles aux familles. Elles le sont accessibles, mais que ce soit un lieu où on maintient la curiosité des familles pour découvrir et en apprendre davantage. Nous, on va s'appuyer principalement sur 3 ressorts qui sont la scénarisation des parcours. Là, vous voyez des exemples de nos guides touristiques. Alors, certains guides accompagnateurs sont nos créations, la grande majorité, puis vous avez aussi des licences avec lesquelles on travaille. Vous voyez Maestro, il était une fois l'homme, il était une fois la vie. Donc la scénarisation aussi, on va travailler sur toute la partie jeu de rôle, c'est-à-dire que les choix que je fais vont influer sur la progression du parcours. Donc ça, c'est un aspect très important. Premier point, donc la scénarisation. Deuxième point, l'innovation. Rajouter tout on se base sur l'outil, sur le smartphone. On se base sur le smartphone tout en veillant à ce que les gens lèvent les yeux. On est là pour que les gens observent ce qui les entoure. Donc on n'est pas un jeu vidéo au sens où on ne va pas capter le regard. Notre objectif, c'est pas du tout de capter le regard. En revanche, on peut faire énormément de choses avec le smartphone pour enrichir la réalité. Et donc, effectivement, il y a tout ce qui est réalité augmentée, réalité virtuelle, reconstitution historique, passe-muraille. Il y a énormément de choses qui peuvent être faites et d'éléments magiques qui peuvent agrémenter et maintenir la curiosité et l'intérêt tout au long d'une visite d'un site culturel touristique qui peut durer 3/4 d'heure, 1 heure. Donc ça. Et le troisième point, c'est la gamification, évidemment.
La gamification, donc on parle de visite in situ, hein, on parle donc on va tout de suite penser jeu de piste, chasse au trésor, enquête, jeu de rôle, ce genre de choses. C'est escape game, etc. Et après, nous on aime bien se dire déjà, petit 1, je l'ai dit, on ne fait pas du jeu vidéo, et petit 2, finalement ce qu'on fait se rapproche peut-être plus du jeu de société. Et on aime bien ce type d'expérience, et c'est pour ça que quand frère Christophe nous a parlé de Cluedo, on a dit bah ouais, c'est une super idée. On a déjà travaillé sur des jeux de société retranscrits sur un univers réel, par exemple avec TF1 Games. Donc TF1 Games, c'est ceux qui ont la licence, c'est eux qui ont le jeu 1000 bornes. Donc le principe du 1000 bornes, pour un petit rappel pour ceux qui l'ont pas fréquenté depuis longtemps, vous devez faire 1000 bornes en prenant des cartes. Et les cartes, ça va être soit des bornes, soit des crevaisons, soit des protections type anti-crevaison, etc. Donc si vous avez une carte anti-crevaison avant la crevaison, vous allez plus loin et vous allez plus vite. Ce principe de jeu-là, on l'a décliné dans Paris, en emmenant les personnes sur différents points dans Paris. Sur chaque point, on a un défi en rapport avec le point, un défi d'observation, et derrière, on va récupérer une carte qui est tirée au sort aléatoirement, ce qui permet à des familles de pouvoir déjà avoir un niveau de rejouabilité, et plusieurs familles qui jouent ensemble ne sont pas sur la même partie. Donc ça, c'est un aspect important. Sur la gamification, donc là, sur ce projet-là, le sujet, c'était entre autres choses un Cluedo. Alors, je vais vous décrire un petit peu la globalité du projet. Il y avait les panneaux. Les panneaux, ils sont autonomes. C'est-à-dire que les panneaux n'ont pas besoin de l'appli, ni de la pluie non plus, mais ils n'ont pas besoin de l'appli pour avoir un intérêt. Ça s'adresse à des visiteurs autonomes, et l'appli n'a pas besoin des panneaux. Mais l'appli va donner une petite couche de magie supplémentaire par rapport au panneau, parce qu'une application peut transformer n'importe quel visuel en panneau interactif. On peut faire énormément de choses sur un panneau. Donc il y a l'aspect panneau, et puis il y a les deux parcours. Le parcours des sentiers de l'ours, je vais passer dessus très rapidement, c'est intéressant à savoir. C'est vraiment un parcours de visite famille classique, comme on a vraiment l'habitude de les faire, avec un personnage accompagnateur. Je vous parlais tout à l'heure de nos personnages accompagnateurs. Là, c'est un ours moine, puisque Ourscan tient son nom de l'ours, parce que dans la légende, en fait, un ours aurait aidé à porter les briques pour construire cette abbaye de Chiri-Ourscan. Donc notre guide, c'est un ours, et vous allez voir que c'est un ours qui est un peu magicien aussi. Là, il est en réalité augmentée. Je vous ai mis une petite vidéo. Dans un voyage à travers le temps, cette abbaye, née au XIIe siècle, est l'œuvre de moines cisterciens en quête d'une vie faite de simplicité et de spiritualité. Au cœur de leur quotidien s'élevait cette abbatiale, une immense église où leurs chants et leurs prières emplissaient l'espace. Sous ces hautes voûtes baignées de lumière, les moines se retrouvaient, rythmant leur journée d'instants de recueillement. Chaque pierre et chaque colonne murmurent encore les échos d'un passé façonné par le temps et la foi. Alors, prêts à remonter les siècles, ouvrez grand les yeux. Notre visite ne fait que commencer. Voilà, donc là, ça c'est un guide en réalité augmentée. C'est intéressant, vous voyez beaucoup de reconstitutions historiques en réalité virtuelle, où on est immergé avec un fond dur, hein, c'est-à-dire que là, on est vraiment en réalité augmentée. Vous voyez l'abbaye reconstituée qui se superpose à l'abbaye telle qu'elle est aujourd'hui. Donc vous voyez avec un très beau ciel ouvert. Donc ce parcours-là de jeu immersif va proposer des expériences comme ça. Il y a une dizaine d'expériences différentes à chaque point d'intérêt. L'idée aussi, pour maintenir l'intérêt et la curiosité, c'est de varier les expériences sur chaque point d'intérêt. Si on fait toute la même chose à chaque fois, on va lasser les personnes. Donc on va trouver ça. On va trouver évidemment de la reconstitution historique, puisqu'on a reconstitué cette abbaye de Chiri-Ourscan, donc là pour le coup en immersion réalité virtuelle, etc., etc. C'est tout. Je m'étale pas plus sur ce parcours. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir nous voir. On est au stand B32. On vous montrera plein de choses très amusantes. Et donc le Cluedo. Le Cluedo, donc c'est pas son vrai nom. Hein, c'est les secrets enfouis de l'abbaye.
Le souhait, donc nous, si on a tout de suite tilté sur le Cluedo, c'est que ça vient vraiment dans notre logique de rejouabilité. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de parcours qui se disent être des parcours Cluedo, mais en général, ce sont des enquêtes en huis clos. C'est ça souvent on entend par Cluedo, c'est une enquête type Cluedo, donc un huis clos, on doit trouver qui a assassiné le blanc, avec quelle arme et dans quelle pièce. Nous, ce qui nous semblait intéressant, c'est d'aller au bout de la logique du Cluedo pour avoir un vrai jeu de plateau qu'on aurait plaisir à venir faire et refaire. Et pour ça, il y a pas mal de choses qu'il fallait voir. Donc on va déjà avoir un pitch. Le pitch, il est très cluédesque, avec un détail près, c'est que comme on est dans une abbaye, qu'on a encore les moines en activité, on n'allait pas créer un meurtre. Qui plus est, vous allez voir l'univers dans lequel on joue est évidemment un univers très attaché, qui est complètement imprégné de leur histoire. Donc nos entre guillemets suspects sont des moines ou des personnes qui ont participé à la pérennisation de ce patrimoine-là. Donc, évidemment, il ne s'agit pas d'un meurtre. Donc, on reçoit un message qui nous dit « J'ai une révélation importante à vous faire, mais je ne peux en dire davantage par écrit. Retrouvez-moi et je vous dirai tout. Soyez à la hauteur. » Donc, on doit retrouver cette personne, ce mystérieux informateur. On doit savoir qui c'est qu'on cherche. On doit savoir où, dans l'abbaye, on doit le retrouver. Et on doit voir quand. Alors cette dernière dimension, elle est importante aussi. Vous voyez qu'il n'y a pas d'armes, évidemment, dans ce jeu. Ce qu'on voulait par le quand, la dimension quand, c'est donner à découvrir les temps de la vie des moines. Donc c'est quand dans la journée, quel moment dans la journée. Et donc, on a cette logique, on se retrouve cette logique un peu de Cluedo, avec 6 personnages. Donc, on a Saint-Éloi, Saint-Robert, Saint-Bernard, Saint-Simon, le comte Paul Biver et Achille Peigné. Alors, je ne sais pas si son nom n'est pas... de la cour. Il y a son nom est un peu tronqué là. Donc ça, ce sont des personnages historiques en rapport avec l'abbaye. Les lieux sont évidemment les lieux de l'abbaye. L'abbaye devient le plateau de jeu. Il faut vraiment avoir ça en tête. L'abbaye devient le plateau de jeu. Et j'ai les moments. Là, les moments sont les moments de vie des moines. Donc on a les laudes, la messe, milieu du jour, le travail manuel, l'oraison et les complis. Tout ça, on va le découvrir plus en détail, mais en début de partie, on va faire un vrai tirage au sort. D'accord ? Donc l'application fait un tirage au sort des coupables. Encore une fois, je mets le terme coupable entre guillemets, puisque c'est pas vraiment il n'y a pas vraiment de culpabilité ici. Et on va se rendre sur les différents points d'intérêt sur place. Donc voilà le plateau de jeu. On est censé se rendre sur place. On va parcourir les points d'intérêt dans le sens que l'on souhaite. Et sur chaque point d'intérêt, on va devoir résoudre un défi qui est en rapport avec le lieu, donc un défi d'observation de ce qui nous entoure, qui est tiré au sort. Ce qui veut dire que si vous revenez jouer, vous n'aurez pas les mêmes questions. D'accord ? La rejouabilité, elle commence là. C'est-à-dire que je ne dois pas avoir l'impression de tirer toujours la même fiche. Donc, on tire les défis au sort sur chaque point d'intérêt. Évidemment, les défis sont toujours en lien avec le point d'intérêt. Donc vous voyez là, j'arrive, rendez-vous à l'intérieur du site afin d'observer la grille d'honneur de l'abbaye. Donc j'ai choisi de me rendre sur la grille d'honneur. Elle est joliment décorée et permettait de protéger l'abbaye des intrusions. Donc on va devoir attraper l'indice. Donc j'attrape un indice, je ne vous l'ai pas mis là parce que ça n'a pas de sens sur un PowerPoint. On attrape un indice en réalité augmentée. C'est un peu une logique de Pokémon. Donc on a un truc qui flotte, paf, on le ramasse. Et pour pouvoir le décrypter, on va répondre à une question. Qu'est-ce qui protège l'entrée de l'abbaye des intrusions ? On doit reconnaître sur la grille en fait des formes qui ne sont pas forcément très explicites, mais en les regardant bien, on finit par se rendre compte que ce sont des ronces. Donc, ça nous permet de déplier notre indice. Et derrière, donc, on va avoir un indice. Alors, je l'ai 2 fois, c'est marrant ça. Bon, c'est 2 fois la même chose. Notre indice, c'est un indice personnage. Cet indice personnage nous dit, vous pouvez exclure les personnages qui étaient dans l'ordre cistercien. Voilà, donc là,
à ce moment-là, on va commencer à creuser un peu les personnages. Pour l'instant, j'ai découvert le site, je me suis rendu sur le site. Maintenant, je commence à creuser les personnages. Et j'ai des fiches sur chacun de mes personnages, donc Saint-Éloi, Saint-Simon, et donc je vais aller regarder qui est membre de l'ordre cistercien. Bon, en fait, c'est les 4 premiers. Donc je les innocente. Donc on ouvre les fiches. Donc là, Saint-Éloi, je suis pas censé venir avec des connaissances. On n'est pas. Tout est décrit. Donc il suffit de savoir lire. On peut venir avec des connaissances, ça facilite, mais tout est décrit dans la fiche du personnage. Et on va donc pouvoir continuer à se rendre sur chaque point. On gagner d'autres indices sur les personnages, sur les lieux, sur les temps de la vie des moines, jusqu'à se forger une intime conviction. Intime conviction qui est le nom que l'on donne à cette mécanique de jeu chez Furet Compagnie. On ne pouvait pas l'appeler Cluedo, c'est déjà pris. Donc, une fois qu'on se forge une intime conviction, on va être dans cette, on va pouvoir accuser, tout simplement. Donc, petit à petit, on a éliminé les différents suspects. Et on est en mesure de les identifier. On procède à l'accusation. Voilà. Et à ce moment-là, là, soit la porte s'ouvre, soit elle reste fermée. Donc on va le voir. Allez, j'ai triché. C'est... Et donc on arrive à avoir notre rendez-vous secret. Derrière, on va gagner notre indice. C'est pareil. Le secret qui nous est délivré est différent. On a plusieurs secrets en fait qu'on va tout simplement tirer au sort, ce qui donne aussi encore un intérêt à la revisite. L'idée donc sur ce gameplay là, c'est vraiment d'être sur quelque chose d'assez connu comme type de jeu. Donc quand on précise que c'est un Cluedo, c'est très clair pour tout le monde. C'est très simple à mettre en place. Il n'y a pas de besoin ni de matériel, ni d'installation, ni de connexion. C'est un jeu qui se joue absolument sans connexion réseau. Ce qui est préférable sur l'abbaye de Chéry-Ours-Camp, sinon ça dépend de votre opérateur. On est sur quelque chose qui va aussi bien fonctionner pour un public famille que pour des groupes. Pour une raison très simple, c'est que si vous avez des groupes, vous allez les faire jouer des parties différentes. Et à ce moment-là, vous n'avez pas de perturbation d'un groupe à l'autre. C'est-à-dire qu'un groupe n'a aucun intérêt à aller écouter les indices collectés par l'autre groupe, puisque de toute façon, ils ne cherchent pas la même chose. Donc, vous pouvez avoir des groupes assez conséquents qui vont mener leur enquête ensemble sans perturbation. Ça peut être aussi, donc, du coup, pour des team building, ça peut permettre de s'adresser à un public très vaste. Voilà pour la présentation de ce Cluedo rapide. Est-ce que vous avez des questions ? On avait prévu un temps d'échange. Est-ce que sur le site sont proposées des visites guidées ? Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de visite guidée touristique ou culturelle à proprement parler. C'est vraiment les moines sur place, la congrégation qui gère son propre site en tant que propriétaire. Donc, auprès des retraitants, il y a peut-être guidé, mais c'est plus de la reconnaissance du site, parce qu'une fois que le retraitant est sur place, il effectue son séjour comme une personne qui est accueillie sur place pour plusieurs jours. Donc non, à ma connaissance, il n'y en a pas. Peut-être éventuellement, mais c'est vrai que je n'ai pas l'information de manière concrète. Vous avez quand même des professionnels du tourisme, je pense aux offices de tourisme de proximité, qui doivent de manière très ponctuelle réaliser ces visites. Mais en tout cas, il n'y a pas une équipe dédiée sur place pour faire ces visites. Oui. Ça va être certainement les professionnels et les acteurs locaux de proximité qui vont accueillir des groupes de manière très ponctuelle. C'est ainsi que l'entrée est libre et participation volontaire, j'allais dire. Et donc, il y a pas à ma connaissance non plus, il n'y a pas de visite guidée.
Et j'ajouterais également que, parce que c'est une bonne question pour rebondir, c'est que la volonté de ces deux parcours, des panneaux, etc., c'est que justement tout se fasse de manière autonome, que les personnes puissent entrer sur le site, passer par l'accueil, bien évidemment, parce que vous avez quand même plusieurs entrées, on est sur un site avec plusieurs entrées différentes, mais en tout cas on les incite à passer par l'accueil. Tout a été pensé pour que ces personnes suivent un certain tracé logique de parcours visiteur notamment. Mais oui, la volonté, c'est que oui, les moines se tiennent à disposition pour échanger avec les visiteurs sur leurs questions culturelles, etc. Mais l'idée, c'est que tout se fasse de manière autonome. Un utilisateur, quel qu'il soit parmi nous tous, on connaît tous notre propre téléphone. Donc avoir l'application sur le téléphone, ça devient beaucoup plus intuitif que de devoir prendre en main une tablette ou un autre outil de médiation. Donc voilà, la volonté, c'est vraiment que tous puissent le prendre en main de manière très facile et en toute autonomie. Je rebondis dessus, c'était vraiment un souhait de frère Christophe de n'avoir aucun matériel à prêter. Voilà, qu'il n'y ait pas de tablette, d'audio guide, etc. C'était vraiment un souhait de départ important parce qu'ils ne voulaient pas avoir de gestion de matériel. C'est pas leur métier. Les frères ont finalement des journées bien remplies et ils ne voulaient pas avoir à s'occuper de matériel. Oui. L'expérience, elle est gratuite. Tout à fait. Et le coût pour Web, c'est subventionné, si je me compris, mais c'est quoi le coût de production Alors, ça, je te laisse répondre. Alors, on est sur un coût qui, pour le projet global, en effet, tout a été financé par les logos que vous aviez vus tout à l'heure en dessous, donc les collectivités et le mécène. On est sur une enveloppe qui était autour des 100 000 euros. Ces 100 000 euros, qui donc c'est une enveloppe importante, mais qui comprend de nombreux volets. Vous avez donc l'innovation de ce produit de parcours Cluedo. Vous avez le second parcours plus famille, le développement de l'application, etc. Toutes les maintenances qui aussi auront lieu sur les prochaines années. Vous avez la réalisation des panneaux. Bon, certes, c'est pas la ligne la plus importante par rapport au développement des produits sur application, mais ils sont à prendre en compte également. Et vous avez aussi tout un gros volet communication sur le lancement du produit, la maintenance, etc. Donc c'est vrai que cette enveloppe, elle représente aussi un budget à moyen et un peu long terme. Et il y a énormément de reconstitutions aussi. Il y a des reconstitutions, on a reconstitué l'abbaye, il y a beaucoup de réalité augmentée, donc il y a un gros travail. Un Cluedo tout seul, c'est pour complètement personnaliser sur un site, c'est environ 15 000 euros. Et les chiffres de téléchargement d'applications, vous avez des chiffres Pour l'instant, elle n'est pas lancée. Voilà. Oui. Vous parliez des panneaux, mais les panneaux, du coup, c'est lié à ce jeu, parce qu'eux, ils ne peuvent pas les modifier. Alors, il y a 3 panneaux sur le site et un panneau en avant, en extérieur du site pour communiquer sur le fait que ça se visite. Ces panneaux sont indépendants, enfin sont autonomes, c'est-à-dire ce sont des panneaux d'interprétation qui ne nécessitent pas l'application, qui communiquent sur l'application, mais qui ne nécessitent pas donc on peut tout à fait visiter le site en se contentant des informations qui sont sur les panneaux. En revanche, l'application, elle, permet d'avoir quelques expériences sur les panneaux, en particulier des expériences de réalité augmentée, où le panneau va s'animer, soit pour mettre en avant une reconstitution, des témoignages, tout ce genre de choses. Oui. Alors sur la protection des jeux de société, on n'a pas il n'y a pas de protection de jeu. Il y a des protections. Les jeux sont protégés au titre de droits d'auteur. Donc on ne dit pas on dit qu'on fait un jeu de type Cluedo, on ne dit pas qu'on fait un Cluedo. Le Milborn en revanche, c'était une demande de la licence Milborn, donc on travaille avec le Milborn. Maestro, c'est pareil, je vous ai montré Maestro, Il était une fois l'homme, il était une fois la vie, on travaille avec la licence. Cluedo, c'est je dis un jeu de type Cluedo
mentionner la mécanique de jeu. Et encore d'ailleurs, en termes de mécanique de jeu, c'est à cheval entre le Cluedo et le Qui-est. Parce que le fonctionnement d'un Cluedo, si on avait vraiment juste utilisé la mécanique de jeu du Cluedo, ça aurait été un peu pauvre à jouer sur le terrain. Donc on doit forcément l'adapter. Il y a aussi une logique un peu de jeu de piste. Donc on utilise le terme de Cluedo parce que c'est parlant pour tout le monde. Mais en fait, après, en termes de protection, un gameplay ne se protège pas. Donc, on protège des visuels, on protège des noms, mais on ne protège pas des gameplays. Oui. En termes de temps de développement, vous disiez que c'était assez simple à mettre en place. Ça correspond à Alors, la partie gaming, alors un parcours de visite classique, enfin un parcours de visite gamifié comme le premier parcours, on est autour de 3 mois pour la mise en place d'un parcours gamifié. Après, ça dépend en général principalement du temps de validation des sites. Parce que nous, on travaille sur des contenus et on propose des choses. Après, tout dépend de la réactivité du site. Là, sur le site de chez un Cluedo, c'est pareil. Hein. Un Cluedo, ça va être 3 mois pour mettre en place un Cluedo. Il y a une phase de test qui est pas négligeable sur un Cluedo parce que comme c'est un jeu aléatoire, hein, il faut tester plusieurs fois pour être sûr qu'on a quelque chose qui tourne bien dans toutes les situations. Sur l'abbaye de Chéry-Orscan, ce qui a pris le plus de temps, c'est les panneaux. Parce qu'on est on a dû faire valider les panneaux par les ABF, donc voilà, c'est des délais qui sont longs et incompressibles. Donc après, à partir du moment où on a les autorisations des ABF, on commence juste à lancer la commande de production. Donc c'est des délais qui s'empilent et c'est des choses qui ne peuvent pas trop être faites en parallèle. Donc voilà pour les délais. Est-ce qu'il y a... Oui. Pour West Tourisme, comment vous allez mesurer l'impact sur la fréquentation du site ? Alors en effet, c'est l'étape qui va suivre, parce que je n'ai pas évoqué toutes les petites lignes du contrat de mécénat avec le Crédit Agricole notamment, mais finalement les collectivités en attendront les mêmes résultats, c'est de mesurer l'impact en effet de tout ce produit et de tout cet argent financé par chacun. Première chose, mais alors ça va être, il va falloir y réfléchir avec frère Christophe, hein, le contact un peu responsable de ce produit qui va sortir. C'est comment est-ce qu'on va faire, puisqu'en effet, on l'a évoqué, l'entrée est sous forme de don. Donc libre à ceux qui le souhaitent ou pas de déposer un don de 3 € pour pouvoir entrer sur le site. Donc évidemment, ceux qui ne payent pas, difficile de vraiment comptabiliser la personne, sachant, comme je l'ai évoqué également, il y a finalement un petit peu 4 entrées sur le site selon où est-ce qu'on arrive. La logique veut qu'on passe quand même par l'accueil, et le premier panneau est assez intuitif pour y arriver. Enfin, on ne peut pas prévoir vraiment. Il n'empêche que pour avoir assisté aussi à la formation du back-office de l'application avec frère Christophe la semaine dernière et Julien chez Furet Compagnie, on peut au moins mesurer l'impact de l'utilisation de l'application pour chacune de ces étapes. Ça, c'est vraiment des données en back-office de l'application que j'ai découvert, qui sont très riches. Hein. C'est vraiment étape par étape, sur chacun des 2 parcours, sur chaque étape, où est-ce qu'on l'a passé parce qu'on n'a pas réussi, est-ce qu'on a réussi à aller jusqu'au bout. On a fait en sorte également qu'à la fin d'un des 2 parcours, on ait une sorte de badge de récompense que le personnel d'accueil de l'abbaye puisse remettre aux joueurs. Comme ça, on est sûr aussi de pouvoir identifier combien de badges on a remis, quelles personnes sont allées jusqu'au bout du parcours. Donc oui, par rapport à l'utilisation de l'application, on va pouvoir mesurer cet impact de manière assez agile. En revanche, pour le visitorat classique et dissocier celui qui utilise l'application ou pas, difficile d'avoir la fréquentation globale pour l'instant. Mais peut-être qu'une solution existe. En tout cas, c'est vraiment l'étape qui arrive après. Est-ce que... D'autres questions ? Oui. Quels sont les types de jeux que vous développez, notamment dans le Cluedo, les défis, ce genre de choses? Quels sont les choix que vous proposez dans l'application? Alors,
sur les types de défis qu'on peut proposer, on a un catalogue d'une cinquantaine de mécaniques de jeu, donc ça va vraiment dépendre de l'endroit. Ça peut, en fait, ce qu'il faut vraiment, la question qu'on se pose sur chaque point d'intérêt, c'est de se dire quelle est la meilleure expérience par rapport à l'endroit où on se trouve, par rapport au message qu'on veut faire passer, par rapport à ce qu'on veut que les personnes observent. Donc il y a le plus simple, effectivement, ce qu'on a vu, ce que j'ai montré là, c'est du quiz, la réponse texte, la géolocalisation, ça peut être des reconnaissances d'images, ça peut être des jeux des erreurs, des reliés de points, il peut y avoir des images à déplacer, des images à reformer, des visuels à reconnaître, à scanner en mode reconnaissance d'image. Il y a après des passe-murailles, des recherches dans des 360 degrés, il y a des Pokémon à ramasser, il y a plein de... l'idée, c'est vraiment de se laisser guider par le terrain et de se dire qu'est-ce qu'on pourrait proposer de plus marquant et de plus adapté. Et parfois, ça peut être des choses très simples comme faire. Alors, on a fait des jeux qui marchent très bien. C'est filmer des pieds et avoir à suivre en fait ce chemin de pied et qui nous amène à un endroit particulier pour découvrir quelque chose. Voilà, il y a des choses. Il faut vraiment se laisser guider par le terrain. Et d'ailleurs, à Chiri-Ourscan, on a toute une déambulation dans les bois pour aller trouver un endroit où se trouve un ancien lavoir qui n'est plus visible. En fait, c'est un lavoir souterrain et la seule chose qu'on voit aujourd'hui, c'est une grille. Et cette grille, elle est perdue dans un parc. Et donc, au départ, on a un peu tourné le problème dans tous les sens en disant comment trouver cette grille. Et ben, on a fait quelque chose vraiment type chasse au trésor avec un texte en disant le nombre de pieds à partir de tel arbre, l'arbre à 3 troncs, le truc, etc. Et donc ça guide. Et finalement, c'est une expérience que tout le monde retient. On passe un bon moment à chercher cette plaque pour ensuite découvrir que sous cette plaque, on a un ancien lavoir. Donc c'est vraiment se laisser inspirer par le lieu, se poser la question du lieu. Et après, d'avoir notre solution, elle a une très grande flexibilité, donc elle permet de faire énormément de jeux différents. Oui. Combien chez Furet Compagnie et quels sont les métiers finalement ? Alors, chez Furet Compagnie, on est 10. On est 10. Alors, on va avoir des métiers liés à la technique, parce que c'est une appli mobile. Donc, on a des développeurs. On a des chefs de projet qui sont tous des game designers. On a un graphiste. Il y a moi, je ne sais pas. Et puis après, on a la partie qu'il faut forcément, communication et commerce. On n'a pas d'historien, si c'était le sens de votre question. En fait, toute la partie connaissance scientifique des sites, on la demande aux sites. C'est-à-dire qu'on considère que ce sont eux les mieux placés. Alors après, on peut travailler avec des historiens, mais qui sont pas à temps plein dans l'entreprise. Voilà. Y compris pour les parties reconstitution historique et ce genre de choses. Oui. Est-ce que vous avez prévu de faire une version un peu en équipe, en famille ? Toi, tu pars faire ça, pour alors, distribuer un peu les tâches, les quêtes et... Tout à fait. La version, alors effectivement, je ne suis pas rentré dedans, mais la version se joue en équipe. C'est-à-dire qu'une famille on peut dire on joue la même partie. Et donc ensuite, on laisse aux gens, à l'humain, le soin de répartir les rôles. C'est-à-dire que quand on définit qu'on joue la même partie, ça veut dire qu'on cherche les mêmes, entre guillemets, coupables. Donc on est sur la même enquête. Ensuite, à voir, est-ce qu'on veut enquêter ensemble ? Est-ce qu'on veut enquêter les uns contre les autres ? Est-ce qu'on veut faire la course ? Est-ce qu'on veut être collaboratif ? Ça, c'est à eux de voir. Nous, on n'a pas de prérequis par rapport à ça. Il y a un choix. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est un choix qui peut être fait, soit de jouer ensemble, soit de jouer les uns contre les autres, soit de faire 2 équipes dans la famille si on est nombreux. Si on est 4, on peut faire 2 équipes de 2 et qui vont jouer l'un contre l'autre. Enfin, toutes ces configs. On veut laisser la flexibilité aux gens de faire comme ils veulent. Et tout ça, c'est pas géré par l'appli. Voilà. C'est géré par l'humain.
C'est-à-dire que l'appli, on nous donne la possibilité de chercher la même chose, de jouer ensemble, chercher la même chose. Après, c'est à vous de voir dans votre famille ou dans votre groupe comment vous voulez vous répartir les rôles. D'autres questions ? Bon. Eh bien, écoutez, merci à vous. Merci beaucoup. Et Merci. donc, on est en stand B32 si vous voulez voir plus de choses, parce que sur les présentations PowerPoint, c'est toujours un peu limité. Donc, si vous voulez voir tout ça en vrai, n'hésitez pas à venir nous voir en stand B32. Merci beaucoup.